Je pense que vous connaissez tous les dictons liés au mois de l'année. En avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qui te plaît, etc. Eh bien, il existe également des proverbes pour les mois de l'année liés au marché financier. Le plus connu est celui de mai, l'adage est Sell in May and go away. On peut également noter le rallye de Noël associé au mois de décembre. Octobre, quant à lui, est réputé pour être le mois des cracks financiers. Enfin, janvier est le mois le plus favorable au marché actions. Derrière ces phénomènes que l'on peut trouver amusants au premier abord, se cachent des enjeux immenses pour le monde de la finance. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser à la saisonnalité des marchés financiers. Pour bien comprendre ces phénomènes, je pense qu'il est nécessaire de faire un rappel sur les théories économiques qui y sont associées. Dans un article publié en 1970, Eugène Fama pose les bases de la théorie d'efficience des marchés. Cela induit qu'un marché est efficient lorsque les prix reflètent pleinement et toujours l'information disponible. C'est notamment sur cette hypothèse que repose l'analyse technique. À partir de cette hypothèse, on peut en déduire deux interprétations. D'une part, un marché serait efficient si le prix des actifs suit une marche aléatoire. On parle de random walk en anglais. Autrement dit, l'évolution d'un marché est censée être imprévisible. L'idée derrière cette interprétation revient à dire qu'on ne peut pas battre les marchés puisqu'il n'est pas possible d'anticiper la direction future du marché. D'autre part, un marché est efficient si le prix des actifs correspond à leur valeur intrinsèque. Cela induit que les marchés sont rationnels. C'est sur cette hypothèse que repose l'analyse fondamentale. Les bulles financières ne sont donc pas possibles puisque par définition, une bulle est une décorrélation entre le prix et la valeur d'un actif. La finance moderne repose ainsi sur cette théorie et Eugène Fama a reçu un prix Nobel d'économie pour ses travaux en 2013. Pourtant, cette théorie et surtout ses interprétations sont très largement remises en question, notamment par les avancées récentes en finance comportementale. Cette hypothèse d'efficience des marchés est vraiment centrale en finance. En effet, si elle est avérée, cela signifie que les marchés sont efficients par nature. Autrement dit, ils s'autorégulent. Idée que l'on retrouvait déjà chez Adam Smith, le père du libéralisme économique, dans son œuvre La richesse des nations, publiée en 1776 avec sa théorie de la main invisible. Dès lors, cela signifierait qu'une régulation externe, par le biais législatif, de contraintes imposées au marché, détraquerait les rouages économiques. Les marchés ne fonctionneraient plus de manière correcte. Ce qui soulève donc l'enjeu de réguler ou non la finance. Si les marchés sont effectivement efficients, il faudrait les laisser libres et s'autoréguler. Au contraire, si les marchés ne sont pas efficients, cela implique qu'il est nécessaire de les encadrer pour lutter contre ces dérives. Il y a donc un débat majeur en économie et en finance pour savoir si les marchés sont efficients ou non, s'il faut ou non les réguler, et s'il faut les réguler, comment le faire de manière pragmatique. Dès lors, les phénomènes de saisonnalité vont à l'encontre de l'hypothèse d'efficience des marchés. Si des tendances se dessinent liées au mois de l'année, cela signifie que les marchés ne sont pas aléatoires et par extension qu'il est possible de prédire, dans une certaine mesure, à travers des données historiques, les performances futures du marché et donc de les battre. Je pense que vous avez déjà tous vu cette annotation réglementaire. Les performances passées du prix ne présagent en rien des performances futures. Elle est liée justement à cette hypothèse d'efficience des marchés. Si les marchés étaient aléatoires, il ne serait pas possible d'observer une différence significative entre les différents mois de l'année. Ils devraient se compenser d'une année à l'autre et l'on devrait observer une performance relativement similaire entre les mois de l'année. Or, comme on peut le voir sur ce graphique, les mois de l'année ont bien un effet sur les performances du S&P 500, l'indice de référence, sur une période significative de 50 ans. Ce qui va nous permettre de regarder plus en détail les phénomènes associés au mois de l'année. Octobre serait ainsi le mois des cracks. Cette idée ne sort pas de nulle part. En effet, 3 crises financières ont démarré durant ce mois de l'année.
Par ordre chronologique, on peut noter la panique bancaire de 1907, qui s'est déclenchée après un short squeeze raté, un achat massif pour tuer les vendeurs à découvert sur les actions de la compagnie United Copper. Le krach de 1929, qui reste à ce jour la plus grande crise financière, serait lié à l'éclatement d'une bulle initiée au début des années 20. Cette crise est à l'origine de la période surnommée la Grande Dépression. Des spécialistes affirment par ailleurs que cette crise a eu un impact en déstabilisant l'économie allemande, favorisant par conséquent l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler. Enfin, la crise de 1987, qui a atteint son point culminant le lundi 19 octobre, surnommé le lundi noir. Cette crise, dont le fort taux d'endettement ainsi que la baisse du dollar ont servi de contexte explosif, a été déclenchée par une remontée des taux des T-notes à 10 ans, les obligations américaines, agissant comme l'étincelle mettant le feu aux poudres. Les investisseurs ont ainsi massivement vendu leurs actions pour rapatrier leurs capitaux vers les obligations qui étaient alors plus attractives. Pour autant, même si le mois d'octobre a été une période favorable à l'apparition de plusieurs crises d'importance majeure, il est nécessaire de nuancer. En effet, les crises ne sont que le point culminant du cycle économique. Que ce soit en 1907 ou en 1929, la crise a démarré bien avant le mois d'octobre, et ce n'est que par un concours de circonstances que ce point culminant est apparu durant ce mois. Cette réputation entourant le mois d'octobre n'est pas justifiée et relève davantage de l'effet psychologique lié au traumatisme d'anciennes crises. Ainsi, cet effet octobre ne reflète que partiellement la réalité, puisqu'historiquement, le mois qui a la pire performance est le mois de septembre. Sell in May and go away. Cet adage est lié à une stratégie connue sur les marchés qui consiste à vendre en mai et à racheter en novembre, aussi connue sous le nom de la stratégie d'Halloween ou d'indicateur d'Halloween. En effet, le semestre de mai à octobre sous-performe très largement comparativement au semestre de novembre à avril. Même si ce phénomène est connu sur les marchés, il existe peu de littérature scientifique à ce sujet. Les causes de ce phénomène ne sont donc pas établies avec certitude. L'hypothèse la plus probable serait une baisse du volume durant la période de juin à septembre, étant une période de vacances pour les traders, où les algorithmes prennent le relais et vont tendre à osciller de manière laissant généralement place à une consolidation durant cette période. Le rallye de Noël fait référence à la tendance des marchés actions à s'apprécier durant les dernières semaines de décembre jusqu'au Nouvel An. Les raisons sont plurielles. Tout d'abord, cela pourrait s'expliquer par un sentiment d'optimisme et de bonheur lié à cette période festive. Une autre raison vient du fait du versement des primes de fin d'année qui seraient réinvesties sur les marchés. Enfin, et c'est sans doute l'explication la plus importante, cela aurait à voir avec des considérations fiscales. Dès lors, ce rallye de décembre a un lien étroit avec ce qu'on appelle l'effet janvier, qui nous permettra de détailler cette explication fiscale. L'effet janvier est sans doute l'effet le plus connu sur les marchés. Cela correspond à une bien meilleure performance sur le mois de janvier comparé aux autres mois de l'année. Par ailleurs, il a été démontré que cet effet était davantage significatif sur les petites capitalisations boursières. Là encore, il existe plusieurs raisons qui expliquent cette performance accrue en janvier. On peut noter tout d'abord une cause psychologique. En effet, le début de l'année serait une période propice pour commencer à investir sur les marchés, qu'on peut mettre en lien avec les résolutions de la nouvelle année. Comme pour le rallye de décembre, une partie de l'explication réside dans le versement des primes de fin d'année qui seraient en partie réinvesties sur les marchés financiers. Enfin, la raison principale mise en avant serait liée à la fiscalité. En effet, il existe un phénomène, on parle de tax selling, qui consiste à vendre ses titres en fin d'année afin de les racheter en début d'année pour optimiser son imposition sur le revenu. L'idée derrière le tax selling est d'éviter de payer l'impôt sur les plus-values qui ne s'applique pas sur les actifs récemment vendus. Alors maintenant que nous avons pu faire le tour des principaux phénomènes de saisonnalité et des causes qui les sous-tendent, on va pouvoir les mettre en lien avec l'hypothèse d'efficience des marchés que l'on a vue précédemment. Comme on a pu voir, l'enjeu derrière ces phénomènes de saisonnalité des marchés est avant tout d'essayer de prouver ou d'infirmer la théorie d'efficience des marchés d'Eugène Fama. Dès lors,
Ces phénomènes, prouvés par la recherche scientifique, sont suffisamment significatifs pour questionner le bien-fondé de l'efficience des marchés. En effet, si cette théorie est avérée, on devrait assister à une harmonisation, à un lissage des performances mensuelles sur le long terme. Ce qui va à l'encontre de ce qu'on peut constater dans la réalité. Cela donne ainsi du crédit aux arguments contre cette hypothèse et par extension qu'il est nécessaire de réguler les marchés financiers. Toutefois, les recherches récentes ont également mis en avant un épuisement de ces phénomènes. En effet, maintenant que ces phénomènes sont connus des intervenants, il y a une sorte d'arbitrage, une prise en considération de cette saisonnalité dans les stratégies d'investissement. Par conséquent, leur ampleur tend à diminuer avec le temps et à devenir anecdotique. Ce qui tend alors à donner du crédit aux arguments en faveur de l'efficience des marchés, puisqu'on peut observer une autorégulation naturelle des marchés pour gommer ces anomalies. Ainsi, ces phénomènes de saisonnalité ne suffisent pas à remettre en question de manière certaine la théorie de l'efficience des marchés, puisque selon le prisme observé, cela infirmera ou confirmera cette théorie. Les opposants à cette théorie argumenteront que l'existence de ces anomalies va à l'encontre de l'hypothèse d'efficience des marchés, tandis que ces défenseurs mettront en avant que le fait que ces phénomènes tendent à disparaître est la preuve de l'efficience des marchés capables de s'autoréguler. En somme, de notre point de vue de trader indépendant, il est important de connaître ces phénomènes qui continuent d'avoir un impact sur les marchés afin d'adapter notre approche. Pour autant, cela reste des phénomènes subsidiaires et donc il ne faut pas baser nos prises de décision uniquement sur la base de l'existence de ces anomalies qui tendent à disparaître. L'approche la plus pragmatique reste ainsi d'analyser le contexte, que ce soit sur le plan fondamental et technique, afin de repérer les opportunités les plus pertinentes. Cette vidéo est désormais terminée, j'ai pris beaucoup de plaisir à parler de ces phénomènes que je trouve personnellement passionnants. J'espère qu'elle vous a apporté de la valeur, si c'est le cas je vous invite à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire si ce type de vidéo avec une approche basée sur la théorie économique et financière vous intéresse. Vous trouverez en description les articles scientifiques sur lesquels je me suis basé pour construire la vidéo. Avant de vous laisser, je vous rappelle que j'ai sorti une formation gratuite pour vous donner les clés de compréhension de base sur le fonctionnement des marchés financiers. J'ai également un canal Telegram où je partage des capsules que ce soit sur le plan fondamental ou technique. Les liens se trouvent là encore en description. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.